Retenez ces deux dates. Au mois de novembre 2025, le top premium ouvre à nouveau. En supplément de ça, ce mois d'août 2025, vous avez notre live hebdomadaire, enfin pas hebdomadaire, mais mensuel, dans le Club Top Invest. Donc tous les liens sont en description de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'Interparfums. On en a parlé plusieurs fois par le passé. Je sais que le prix ne m'a jamais intéressé. Et aujourd'hui, nous avons une action qui ressemble plutôt, enfin un price action qui ressemble plutôt à ça. Donc, excusez-moi, quand je regarde Interparfums, je regarde toujours le Interparfum nord-américain. OK? Je sais que vous avez le ITP, etc. Mais voilà. Donc, vous avez le prix ressemble à ça en date d'aujourd'hui. Maintenant, est-ce que c'est intéressant au prix actuel? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les éléments quantitatifs, mais également sur nos lectures ici des rapports financiers et l'écoute des conférences Skoll. Ne vous inquiétez pas, on va parler des deux éléments ici, que ce soit l'entité nord-américaine et l'entité ici, enfin, c'est la même entreprise, sauf qu'elle est cotée sur deux places boursières différentes ici. Donc, on donnera un prix pour tout un chacun, ne vous inquiétez pas. De toute façon, c'est même sûrement la même chose ici, sauf que l'entité européenne a juste plus d'actions ici, mais sinon, en termes de chiffre d'affaires, etc., c'est le même bavardage. Donc, je vais aller ici. Voilà. Alors, Interparfums a indiqué que sa dynamique de début d'année se poursuit, mais à un rythme plus modéré et avec davantage de ralentisseurs en chemin que ces dernières années. Face à ce contexte, la société déploie activement des mesures telles que des augmentations de prix, des ajustements stratégiques dans l'approvisionnement et la fabrication, ainsi qu'une innovation produit continue pour maintenir la demande. Donc, quand on parle ici d'ajustement stratégique, on parle dans l'approvisionnement et la fabrication, on parle de gestion des coûts. OK? C'est un langage comme ça. Voilà, quand vous voyez ce genre de choses-là, ajustement, c'est gestion des coûts de manière générale. OK? Un tassement a toutefois été observé, un ralentissement au deuxième trimestre. OK? C'est la même chose. Pour stimuler la demande, une série de lancements est prévue, incluant de nouvelles créations pour Jimmy Choo, Montblanc et Karl Lagerfeld. Un nouveau parfum, Lacoste original et des ajouts à la gamme Moncler viendront également renforcer l'offre. On parle ici d'innovation de manière générale, n'oubliez pas. Donc l'entreprise marque aussi un tournant avec le lancement de sa première marque en propre, la marque Solferino, soutenue par l'ouverture d'une boutique phare à Paris et d'une plateforme de commerce en ligne après une première introduction remarquée chez Selfridges à Londres. Donc ici, on voit qu'il y a un changement de cap. Parce que c'est une entreprise ici qui vend des parfums, mais généralement des parfums de marque, et les marques généralement ne lui appartiennent pas. Donc elle signe ici des licences, donc elle vend ces parfums-là sous licence. Mais du jour au lendemain, imagine que Lacoste dit « Ok, c'est bon, le partenariat, on ne va pas le renouveler, merci, au revoir. » Ce sont des revenus en moins. OK? Ça peut avoir un impact sur le business à court terme. Donc, le fait d'avoir des marques en propre est un avantage. Mais alors, c'est bien de créer une nouvelle marque, etc. Mais il faut la développer parce que Lacoste, quand vous prenez Lacoste et Solferino, il y a beaucoup plus de monde qui connaît Lacoste ou Moncler par rapport à Solferino. Donc, on va devoir investir massivement ici dans le marketing, etc. Mais si ça fonctionne bien, ça pourrait être une bonne chose. Surtout si le parfum est un blockbuster, on pourra avoir des revenus, on pourra avoir une certaine base de revenus. Parce que généralement, les parfums, on en achète au moins chaque 3 mois ou des choses comme ça. OK, donc on peut se dire qu'il y a une certaine récurrence. Après, il y a des gens qui changent de parfum à chaque fois. Je n'en fais pas partie. Généralement, j'utilise le même depuis plusieurs années parce qu'également, c'est compliqué parfois de trouver un parfum qui vous va, pour dire la vérité. Il y a des parfums que vous utilisez, ça peut avoir... l'odeur peut être très particulière chez quelqu'un d'autre, alors que sur vous, c'est pas la même chose. Donc, ça ne dure pas autant. Bref, c'est quelque chose de très personnel, on va le dire comme ça. Donc, j'apprécie le fait que l'entreprise lance ses marques en propre. C'est une bonne chose. C'est très encourageant. OK? Parce que l'un des risques sur cette entreprise, justement, c'est le non-renouvellement des licences, etc. Ça peut généralement avoir un impact sur le moral des investisseurs et donc généralement sur le prix de price action à court terme. Donc, il faut généralement intégrer ce genre de choses-là. OK? Quand je dis intégrer, ne pas payer des multiples élevés. Généralement, c'est ce type d'entreprise. Alors, sur le plan des licences, Interparfums a été choisi comme partenaire exclusif pour Longchamp, avec pour objectif de lancer la première fragrance féminine de la marque en 2027. Cet accord est notable car il ne comporte pas de frais d'entrée, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas payé Longchamp pour obtenir la licence. OK? Donc,
Ils sont venus, ils ont négocié, Longchamp dit que on est d'accord avec vous, on a signé les papiers et c'est boum. Alors que sur d'autres marques, on paye on envoie une certaine somme en amont, avant même d'avoir gagné un quelconque dollar sur Longchamp. Maintenant, je ne sais pas si les commissions seront les mêmes, moins plus élevées, etc. Parce que Longchamp prend plus de risques ici, vu qu'ils n'avaient pas d'argent dès le début. Mais bref, ça, c'est du point de vue... c'est un secret commercial. On n'aura vraiment jamais cette information-là. Mais ça montre également que Interparfums reste un partenaire de choix pour des marques intéressantes, pour des marques de qualité. On va le dire comme ça. D'accord? Donc, enfin... L'accélération du commerce en ligne constitue un autre axe de progression, notamment via Amazon, dont je suis actionnaire. Et quand j'entends ça, moi, je suis très content. Vous avez vu ici que les marques reviennent chez Amazon maintenant. Vous avez, celles qui avaient, par exemple, Nike, qui avait déserté Amazon, reviennent de plus en plus en force. Aujourd'hui, par exemple, je tentais de rechercher une Adidas Stan Smith et je me suis rendu compte qu'elle coûtait moins cher sur Amazon par rapport au magasin Adidas. Mais encore que... ça coûte moins cher, mais ce n'est pas celle-là que je vais avoir tendance à acheter parce que les Stan Smith, il y a deux modèles. Il y a le modèle en synthétique, il y a un modèle également en cuir. Je préfère celui en cuir parce que le cuir met du temps, ça dure. Donc, et ça vieillit mieux. Bref, ça ce sont mes goûts à moi. D'accord? Mais bref, notamment via des plateformes comme Amazon et TikTok Shop. TikTok Shop marche très très bien. Et alors là, c'est phénoménal. J'espère que Meta va faire la même chose parce qu'elle a le potentiel de faire la même chose. J'ai toujours dit ça, que, enfin, même s'il y a une partie e-commerce sur Meta, etc., mais je trouve qu'ils sous-investissent dans cette partie-là. Ils pourraient vraiment être un Amazon bis s'ils le voulaient. Bref, peut-être que ce n'est pas dans les projets de Mark Zuckerberg, mais bon, on verra ça un jour. Donc, on dit ici que l'accélération du commerce en ligne constitue un autre axe de progression, notamment via Amazon et TikTok Shop, pour lesquels des produits spécifiques sont développés, je dis bien spécifiques. D'accord? On ne met pas tout dessus. Donc, on continue. Sur le plan financier, la direction a rapporté des ventes nettes de 334 millions de dollars pour le deuxième trimestre 2025, un léger recul par rapport à 2024. Cette baisse s'explique en partie par un glissement de certaines ventes du deuxième trimestre vers le premier trimestre déjà communiqué précédemment. Donc, il y a des ventes qui auraient dû avoir lieu au deuxième trimestre, mais plutôt par anticipation. Ça a été fait au premier trimestre, ça peut être lié aux droits de douane, etc. Bref. Donc, sur une base organique, les ventes du premier semestre ont progressé de 3% et l'entreprise se dit en bonne voie pour atteindre ses objectifs annuels. Un point positif est également l'amélioration de la rentabilité. Les marges brutes pourraient de 170 points de base pour atteindre ici 66,2%. On parle d'une centaine de points de base ici, on parle de 1,7%. D'accord? Quand on parle de 10 points de base, on parle de 0,1%. 100 points de base, c'est 1%. OK? Donc, quand vous voyez point de base, vous divisez toujours par 100. D'accord? Donc, pour atteindre 66,2% au deuxième trimestre. Toutefois, une augmentation des frais liés au support et support and general administration, donc c'est essentiellement ici les salaires, on va le dire comme ça, les salaires et la force de vente. Enfin, on va parler des salaires de manière générale pour le personnel. Donc, une augmentation de 48,5%. À 48,5% des ventes, donc ça représente 48,5% des ventes, a pesé sur le résultat opérationnel du trimestre qui s'établit maintenant à 59 millions de dollars en baisse de 9%. On a augmenté les prix, la marge brute a augmenté, mais les coûts opérationnels ont augmenté plus rapidement. Ce qui veut dire qu'on a plutôt un impact négatif sur les bénéfices opérationnels. Géographiquement, les opérations européennes ont cru de 7%, tandis que les activités américaines ont reculé de 12% suite à la fin de la licence de Dunhill. La licence de Dunhill a été annoncée depuis très longtemps, mais l'entreprise avait le droit de continuer à vendre la marque jusqu'à épuisement ici de l'inventaire. OK? Et donc, vous remarquez que ce n'est pas facile de remplacer aussi facile à court terme. Mais bon, ça reste, voilà le genre de risque qu'on court quand on investit dans une compagnie comme celle-ci. Il faut l'accepter et agir en conséquence, demander un prix un peu plus bas ou bien chacun fera selon son entendement. Mais ça fait partie des risques et ce risque-là sera toujours présent parce que la majeure partie du chiffre d'affaires provient ici des parfums sous licence, ok? Et donc techniquement, les marques ne nous appartiennent pas. Donc, en dépit de la volatilité ambiante, la direction a réaffirmé ses prévisions pour 2025. 1,51 milliard de dollars de ventes nettes et un bénéfice par action de 5,35 $. Donc, pour y parvenir, l'entreprise compte sur des hausses de prix déjà engagées de l'ordre de 2% en moyenne et sur des effets de change favorables. La période des 3 prochains mois est jugée critique car elle correspond aux commandes des distributeurs pour la saison des fêtes. OK? Il y a une saisonnalité dans ce business.
Donc, cela exigera une grande agilité logistique et une gestion des stocks très réactive. Cette prudence du marché a été au cœur des échanges avec les analystes qui ont exprimé des préoccupations concernant les tendances au déstockage chez les distributeurs et le manque de visibilité sur les commandes. La direction a reconnu un ralentissement général du marché, mais a souligné que la demande finale restait bonne. Elle se prépare à répondre également à une forte vague de commandes qui pourrait survenir à l'automne. Elle a également confirmé sa capacité à intégrer de nouvelles marques à son portefeuille tout en procédant à des ajustements continus. Donc, en ce qui concerne ici le target price, parce que je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse de manière générale, comme je dis toujours, c'est la partie la moins compliquée. Oui. Donc, je vais utiliser ici, enfin, en termes de valorisation, on va prendre les deux. Donc, on va prendre IPAR, le ticker symbole nord-américain ici. Croissance des revenus, c'est très bien. Maintenant, la question que je vous pose toujours, c'est d'où est-ce que la croissance provient. Vous voyez ici qu'on a un ralentissement de la croissance. Tôt ou tard, la croissance finit toujours par ralentir, ne l'oubliez jamais. Ensuite, marge brute, ça arrive quand même à... Enfin, la marge brute, vu que c'est une compagnie européenne, on a tendance à avoir des informations, voilà, un peu différentes trimestre après trimestre. Ok, donc faites attention par rapport à ça. Donc, généralement, c'est actualisé chaque semestre ici, on va le dire comme ça. Donc, la marge brute est plutôt stable. Ensuite, on a vu ici qu'elle a augmenté sur le dernier trimestre ici. Ensuite, on a des marges nettes qui sont également en croissance. On aime ça. On préfère également que ce soit de plus en plus élevé. Ensuite, on regarde la marge EBITDA qui va également dans le même sens. Très intéressant sur les dernières années. Vous pouvez voir ici que depuis 2021, on utilise vraiment le pricing power. Et donc, elle a le potentiel de le faire. C'est une bonne chose. Net income, free cash flow, est-ce que les deux parlent généralement le même langage? Quand on les met sur le même graphique, on constate que les deux vont dans le même sens. Ok. Ensuite, dette nette sur EBITDA, est-ce que c'est une entreprise qui est très endettée? Bon, elle n'a presque pas de dette, 300 millions par là. Pour une entreprise qui peut générer à peu près près de 200 millions ici de net de free cash flow. Et quand on regarde en termes de prévision ici, on s'attend généralement à combien? D'ici en année N+3, près de 263 millions. Donc, elle peut payer la dette nette ici en moins d'un an. Donc, je prendrai l'évaluation de cette compagnie sans prendre en considération la dette nette. Maintenant, du point de vue multiple de valorisation, combien de fois les bénéfices le marché paye généralement pour ce type d'entreprise? Donc, quand on regarde ça ici, en médiane, le marché a payé 25 fois les bénéfices. Mais quand le marché paye 25 fois les bénéfices, c'est parce qu'il s'attend à une certaine croissance de manière générale. Quand on regarde ici sur les 10 dernières années, on avait une croissance moyenne de 11%. Sur les 5 dernières années, c'est 20%. N'oubliez pas que la pandémie est passée par là. Donc, comme vous pouvez le voir avec ce ralentissement, si on prend les 5 dernières années, ça prend à partir de ce creux. Ne l'oubliez pas, parce que nous sommes quand même au mois de août 2025, donc ça prend quand même en considération un léger ralentissement ici. Donc, quand vous allez voir, on a une accélération sur les dernières années, non. On a eu un ralentissement également pendant la pandémie. Donc, c'est toujours bien d'aller regarder ici les 3 dernières années également. 3 dernières années, ici, on a à peu près une croissance moyenne de 14,6%. Et si on prend ici, en l'espace par rapport à l'année précédente, on voit ici qu'on a plutôt un ralentissement de la croissance. Et ralentissement de la croissance ne veut pas certainement dire que la croissance est terminée pour ce business. Ce n'est pas la première fois qu'on aura également un ralentissement. Donc, faites attention. La question qu'il faut jamais vous poser, c'est qu'est-ce qui booste la croissance de cette compagnie? Est-ce que c'est parce qu'on signe de plus en plus de partenariats avec des magasins distributeurs? Est-ce que c'est parce que on vend des produits de plus en plus? Est-ce qu'on vend de plus en plus en termes de volume? Ou bien ça peut être le fait qu'on introduise également de nouveaux produits sur le marché. Ça peut être un ensemble de beaucoup de choses. Et vous devez toujours aller regarder la taille du marché de manière globale pour ce qu'elle fait précisément. OK? Parce que si elle vend ici des produits personnels pour la beauté, c'est un gros segment. Mais si elle est spécialisée uniquement au niveau des parfums, ça veut dire que, oui, produits personnels, mais uniquement industrie des parfums. Point. En termes de taille du marché. Et je sais que vous avez l'habitude d'aller demander à ChatGPT, la taille du marché, etc. Faites attention aux informations qu'on vous donne. Prenez généralement l'information la moins disante. Et j'ai toujours avec des sources d'informations qui ont pignon sur rue. Faites attention. Bref, je continue néanmoins ici. Du point de vue valorisation, je ne paye pas plus. Voilà, le marché paye 25 fois les bénéfices, tant mieux pour lui. Comme je l'ai toujours dit, je pense que moi, je paierai toujours entre 20 et 15 fois les bénéfices pour ce type d'entreprise. Idéalement, même aller là, je suppose, entre une quinzaine de fois les bénéfices. Mais bref, qu'est-ce que ça donne ici du point de vue valorisation? Je vais utiliser les deux éléments ici, le ITP et la version américaine et la version européenne ici. On va le dire comme ça. Donc, je la prendrai ici
voilà. Tant qu'il y a de la croissance à 2 chiffres, c'est un business qui peut se négocier à 25 fois les bénéfices. Mais attendez-vous jouement à un ralentissement. Donc, je prendrai 20 fois les bénéfices ici. Donc, 20 fois les bénéfices, sur une entreprise qui a tendance à être assez prévisible, quand 90% du temps ici, les analystes font de bonnes prévisions. Ici, n'oubliez pas qu'en termes de free cash, on peut également avoir un impact avec le BFR. Donc, ici, avec ajustement, ça donne à peu près aux alentours de 35 € l'action. Donc, au prix actuel, on serait correctement évalué. Idéalement, j'aimerais l'avoir aux alentours des 26 € l'action. Maintenant, rien n'exclut qu'on ait une accélération de la croissance. Si on a une accélération à 2 chiffres, ici, le marché pourrait payer, il pourrait revenir à de meilleurs sentiments et continuer à valoriser cette compagnie à 25 fois les bénéfices. Maintenant, choisissez ce qui vous arrange. Si vous pensez que la croissance peut continuer, on peut se négocier. Ça pourrait monter à 44 € l'action. Le plus important, c'est de savoir, est-ce qu'on surpaye au prix actuel? Et la réponse est non. Je pense qu'au prix actuel, on ne surpaye pas déjà. Pour l'entité européenne et l'entité nord-américaine, ça sera la même chose. Quand on prend IPAR ici, ça donne combien? IPAR ici à 20 fois les bénéfices, plus la croissance, ça fait à peu près 123 $. Par rapport aux bénéfices actuels, on pourrait monter à peu près à 105, donc c'est correctement évalué. Si maintenant le marché décide de payer plus que 20 fois les bénéfices, ça donnera à peu près 153 $. Donc, je pense qu'au prix actuel, c'est intéressant. Je pense qu'au prix actuel, en achetant du Interparfums, ça ne prend pas en considération une énorme croissance. Et la croissance, si elle accélère, si elle continue avec un double chiffre sur les mois, sur les années à venir, vous pouvez tenter de faire une bonne affaire en date d'aujourd'hui. Mais ceci n'est que mon avis. Est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans ma watchlist? Personnellement, je ne l'ajouterai pas dans ma watchlist. Je n'aime pas Enfin, c'est une belle entreprise, hein. Mais je ne peux pas mettre toutes les entreprises non plus dans ma watchlist. Donc, celle-là, si elle vous correspond, si vous la comprenez, vous pouvez la rajouter dans la vôtre ici. Hein, d'accord? Donc, il faut dire ici qu'elle a des atouts qui parlent pour elle. Elle augmente quand même. Elle a un pricing power qu'elle utilise. Et c'est même à contre-cœur que je ne l'ajoute même pas, même si après ça ne me dérangerait même pas de le faire de manière générale. Mais voilà, bref, on va le laisser juste comme ça. Donc je mettrai ici un price target. Enfin, je vous ai donné les différentes price targets dépendamment ici de l'entité que vous allez avoir tendance à choisir. Grosso modo, on va se dire une chose. Au prix actuel, ça n'implique pas une énorme croissance. Donc au prix actuel, on achète cette compagnie avec un prix qui n'implique pas énormément de croissance. Comment on appelle ça? J'aimerais également rajouter une chose. Sur ce genre d'entreprise, les ralentissements peuvent être fréquents. Le plus important, généralement, parce que c'est une entreprise qui est très bien gérée, c'est de voir si on a un pricing power. C'est de voir si on a déjà eu, quand une licence se termine, est-ce qu'on a déjà eu tendance à rebondir par le passé, parce que ça peut être même dans l'ADN de cette compagnie, de généralement rebondir, même après la perte d'une licence. Et dites-vous également que le fait qu'on signe également de nouvelles entreprises, qu'on signe avec de nouvelles ententes avec des marques, ça montre également qu'on reste attrayant, attractif pour certaines marques. OK? Donc, le virage également vers des marques en propre est très, très intéressant pour moi. Et donc, on verra à peu près à quoi ça va ressembler dans le futur. Donc, pour moi, Interparfums au prix actuel reste intéressant et n'implique pas énormément de croissance. Et donc, si la croissance redémarre ici, à 2 chiffres, parce qu'elle est quand même là, ça pourrait être très, très, très bénéfique. Bref, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement le droit de me tromper. OK? En description de la vidéo ici, vous avez toutes les informations nécessaires. Vous avez toutes les informations nécessaires ici par rapport au service proposé par Top Invest. N'oubliez pas, au mois de novembre, on ouvre à nouveau le Top Premium et vous avez un live ce mois-ci. La date est déjà dans le club ici. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez à peu près le programme d'accompagnement ici qu'on appelle l'accélérateur. Vous pouvez réserver un appel et on va voir si ça vous correspond. Bref, nous on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci, au revoir.